Oui, bonjour Jean-Daniel. Bonjour, merci de votre disponibilité. Et l'organisation Médecins Sans Frontières a dénoncé dans un communiqué de presse l'attaque d'une ambulance de l'institution, euh, euh, ce qui a occasionné la suspension des activités au centre d'urgence et de Turgeau. Et revenons sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand cela s'est produit? Et vous évoquez un patient. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur l'identité de cette personne, d'où il provenait, de quelles circonstances vous l'aviez reçu, etc., Monsieur Vasseur? Oui, donc pour reprendre dans l'ordre chronologique des événements, c'était mardi après-midi aux alentours de un peu avant 16 heures qu'on a reçu un patient blessé par balle. On ne sait pas trop comment il est arrivé chez nous. On ne connaît pas son identité et si je la connaissais, je ne vous la communiquerai pas parce que ça répond du secret médical. C'est un patient qui était blessé par balle dans un état sérieux, qui a été donc stabilisé au centre d'urgence de Turgeau, là où il a été reçu. Donc, il faut savoir que c'est un centre d'urgence donc qui offre des soins de santé primaire, stabilise des patients qui ont nécessité de recevoir des soins de santé secondaires, donc des soins de santé spécialisés. Et donc, quand ces patients sont dans ce besoin, nous les référons vers une autre structure. Ça a pris à peu près 1h30 pour stabiliser ce patient avant que nous le placions dans une ambulance. Il y avait un autre patient blessé suite à un accident de la voie publique qui était en nécessité de référence également. Et nous avons donc fait partir les deux ambulances ensemble puisque les deux patients se rendaient vers le même hôpital. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce patient est arrivé, il y a eu des attroupements qui se sont créés au portail du centre MSF de Turgeau avec différentes conversations qui nous étaient rapportées, qui citaient bois calé et bandits et ce genre de propos pas très rassurant. Alors pour cette raison, on sentait qu'il y avait certainement un besoin de communiquer. Pendant cette référence, on a fait partir le coordinateur du projet avec l'ambulance. Et quelques mètres après que ces deux ambulances soient sorties de l'enceinte de notre centre d'urgence, il y a un groupe d'hommes qui est sorti d'une ruelle. Ce sont des hommes qui étaient pour certains d'entre eux armés, qui ont stoppé l'ambulance en tapant sur le capot. Ils ont tiré des coups en l'air. Mon collègue me rapportait qu'ils lui ont dit qu'ils n'en avaient pas après MSF, mais après la personne dans l'ambulance, c'est-à-dire le patient. Et ils ont fracturé la porte arrière de l'ambulance. Ils ont fait signe à la deuxième ambulance de retourner dans le centre d'urgence qu'elle a fait en faisant marche arrière. Donc ils ont forcé la porte de notre ambulance. Ils ont extrait le patient de force et ils l'ont tabassé. Et ils lui ont tiré. Alors ils lui ont tiré deux balles dans le corps quand il était encore à moitié dans l'ambulance. Et après il y a eu plusieurs coups de feu. Et notre ambulance est partie et se mettre à l'abri et le patient est décédé de ses blessures en pleine rue alors que la foule, elle, s'est enfuie. Voilà ce qui s'est passé en un laps de temps assez réduit. Et on avait une infirmière qui était donc à l'intérieur de l'habitacle, au chevet du patient, qui était sous perfusion, puisqu'il était sérieusement blessé et imaginez l'état de cette infirmière qui voit le choc ce genre de scène se dérouler. Maintenant, est-ce que je vous ai posé une question sur l'identité de la victime et est-ce que c'est quelqu'un qui provenait de l'une des zones qui sont concernées par les conflits armés? Est-ce que c'est un membre de gang? Est-ce que
Est-ce que vous avez des informations à ce niveau? Nous, on ne sait pas hein, quand on reçoit une personne d'où elle vient. Alors, si c'est une personne blessée par balle, il est évident qu'on peut se poser plus de questions. On soigne beaucoup de blessés par balle qui sont des policiers, qu'ils soient en uniforme, et là c'est plus clair, qu'ils soient en civil. On reçoit beaucoup de victimes de tirs croisés ou de balles perdues. Et il peut arriver également que l'on reçoive des bandits. Mais en très faible nombre, parce que l'accès à nos structures est quand même difficile pour ces personnes, puisque les alentours des hôpitaux sont quand même sérieusement surveillés par la police. Est-ce que cette personne était un bandit ou pas? On n'en sait rien. Peut-être. C'est possible. Je ne vous dis pas non, mais je ne peux pas vous le garantir. Ouais, et parmi les personnes qui s'attroupaient, vous aviez entendu que certains d'entre eux ont évoqué Bois-Calais. Peut-être que il se pourrait que c'est quelqu'un qui était ciblé par la population. Il se pourrait qu'il s'agissait de membres de gang. Maintenant, ce qui s'est passé. Oui, mais si je peux intervenir sur ce que vous venez de dire, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que toutes les personnes qui ont été prises en charge et exécutées par ces mouvements de justice populaire étaient vraiment des bandits et des membres de gang? C'est une question qu'il faut se poser. Bon, et selon un rapport des Nations Unies, il y a eu des victimes qui n'étaient pas nécessairement des bandits, mais qui ont été exécutées dans le cadre de cette vague de cette vague de mobilisation et contre les gangs dénommés Bois-Calais. Maintenant, ce qui s'est passé récemment et dans ce Sénat, il faut souligner que quelle que soit la raison, attaquer une ambulance, c'est condamnable. Quelle que soit la raison et quelle que soit la personne qui se trouvait à l'intérieur de l'ambulance, c'est condamnable. Oui, non, c'était juste pour mettre un contexte. Maintenant, ce qui s'est passé, monsieur Evasseur, au centre d'urgence de Turgeau, ce n'est pas le premier incident en date. Il y a eu également intrusion de personnes armées dans le centre de tabac. Et tout à l'heure, en début d'émission, on a également évoqué le fait que ce centre de Turgeau, c'était le centre de Martissan qui a été transféré à Turgeau à cause des attaques. Donc, depuis plusieurs années, Médecins Sans Frontières évolue en Haïti dans un contexte assez tendu, assez difficile, les Benoît Vasseur. C'est ce qu'on peut dire, en effet. Pour vous donner un chiffre, c'est la 4e fois qu'on suspend nos activités en 2023 en Haïti. On a été 3 fois directement agressés et menacés, que ce soit nos structures ou nos ambulances. Et comme votre invité le mentionnait à l'antenne, c'est inadmissible qu'on attaque une ambulance, quelle que soit la victime qui est à l'intérieur. Maintenant, on a eu une intrusion à Tabar, on a eu des intrusions, on a eu une intrusion cette année à Raoul-Pierre-Louis également, et à chaque fois, c'était dans le but de soustraire un patient aux soins médicaux pour l'exécuter. Comme vous le dites, ça devient de plus en plus difficile de travailler en Haïti. Et là, dans le cas du centre d'urgence de Turgeau, dont une des activités principales, comme je le disais tout à l'heure en introduction, avant de référer le patient, il faut le stabiliser, mais la référence, c'est une composante essentielle du projet d'intromission à ce centre d'urgence. Si on ne peut plus référer les patients parce qu'ils sont attaqués dans les ambulances, on ne peut plus travailler. C'est clair, on ne peut plus travailler parce qu'on ne peut pas soigner le patient, et en plus, on ne peut pas assurer la sécurité de nos équipes dont on est entièrement responsable dans le cadre de leur travail. C'est pour ça qu'on suspend nos activités pour le moment. C'est une situation extrêmement difficile. Et d'ailleurs, votre personnel doit être d'abord en sécurité pour pouvoir porter assistance aux autres. Maintenant, M. Vasseur, est-ce qu'on s'achemine vers une fermeture définitive de ce centre à Turgeau, comme ce fut le cas de celui à Martissan?
Alors, non, on n'est pas dans le même cas de figure qu'à Martistan. À Martistan, on était sur une ligne de front entre divers gangs qui s'opposaient. Turgeot est un quartier plus paisible, entre Carrefour-Feuille, Bel-Air, le centre-ville, où on peut recevoir bon nombre de patients. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on réouvrira. Il va s'agir de recréer le maillage social dans lequel on doit s'insérer pour que nos programmes humanitaires puissent fonctionner. Peut-être qu'on ne va pas rouvrir en faisant la même activité, puisque là, pour le moment, les conditions ne sont pas garanties. Donc, on va réfléchir, on va analyser ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre et de prendre les décisions adéquates. En tout cas, l'activité, c'est pour nous une souffrance, et c'est aussi une souffrance qu'on considère parce que la population en est victime. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on rouvrira et si on rouvrira. Je comprends. Actuellement, M. Vasseur, quels sont les autres centres de MSF en fonction? Je n'ai pas bien compris. Quels sont les autres? Les autres centres de MSF qui sont ouverts. En fonction. En ce moment, on a notre clinique traumatologique et pour les grands brûlés de Tabar qui demeure ouverte. On a la clinique pour les violences basées sur le genre à Delma 33 qui demeure ouverte également. Nous sommes toujours en phase de construction pour notre centre traumatologique à Carrefour et l'hôpital de Cité-Soleil qui se trouve à Carrefour-Drouillard, qui est un centre d'urgence avec une petite capacité hospitalière, demeure également ouvert. Et nous avons également des cliniques mobiles qui fournissent des soins médicaux sur les camps de déplacés essentiellement à l'heure actuelle. Pour avoir une idée... On a également, et j'oublie encore, on n'a pas que des activités à Port-au-Prince. Nous avons également une maternité à Port-à-Piment avec un nombre d'accouchements par mois en constante augmentation. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour que les femmes de la péninsule du Sud accouchent en toute sécurité dans un centre médical gratuit et de qualité. Et nous avons dépassé le 1000e accouchement récemment et nous avons eu la semaine dernière des triplés. C'était une première pour nous et nous en sommes très heureux. Des fois, on est quand même heureux. Il y a quand même des satisfactions. Monsieur Vasseur, souffrez une seconde. Nous allons marquer la pause du drapeau. On revient tout à l'heure. Merci. Nous retournons après pause là. On a parlé avec Benoît Vasseur, chef de mission de Médecins Sans Frontières en Haïti. Monsieur Vasseur, avant d'avoir observé la pause, je voulais vous demander, pour avoir une idée de l'impact de la fermeture du centre de Turgeot, et combien d'employés
il y a dans ce centre, combien de places vous avez de disponibles également, et combien de patients le centre traitait avant de fermer ses portes hier? Alors, déjà, il ne s'agit pas d'une fermeture, hein. Je préfère encore le préciser, il s'agit d'une suspension d'activité. Donc, nous employons plus de 250 personnels qui sont toujours salariés à l'heure actuelle et qui travaillent toujours parce qu'il reste du boulot. On est en train de référer aujourd'hui notre dernier patient. Alors, il faut savoir que c'est un centre d'urgence, donc il y a une dizaine de lits en observation, donc un peu plus pour la pédiatrie, même les 3/4 sont réservés à la pédiatrie. Ça fait 9 pour les enfants et 3 pour les adultes. On reçoit environ 80 à 100 personnes pour des consultations d'urgence par jour. Et il y a encore beaucoup plus de monde qui viennent pour le suivi et les soins externes. Maintenant, tout à l'heure, vous aviez dit, et c'est une bonne nouvelle, que Médecins Sans Frontières, ce n'est pas que dans la région métropolitaine, vous avez des centres, vous avez un centre également à Port-à-Piment, dans le sud. Est-ce que vous comptez ouvrir d'autres centres dans d'autres régions du pays? Et le public aimerait aussi avoir une idée du rôle de Médecins Sans Frontières et du travail que vous effectuez en Haïti, notamment dans les zones difficiles. Et M. Vasseur, c'est notre dernière question pour l'entrevue de ce matin. Oui, je me rends compte aussi que je vous ai salué tout à l'heure, mais je n'ai pas salué vos auditeurs et je m'en excuse. Bon, on ouvre, comme je le disais à l'instant, un centre traumatologique, mais non pas en province, mais à Carrefour. Donc, on servira ainsi non seulement la population de Carrefour, mais aussi la population des Palmes et également éventuellement des Nippes et du Sud. Nous n'avons à l'heure actuelle pas d'ambition d'ouvrir d'autres projets, à savoir que l'activité que nous menons est avec plus de 5 structures, c'est déjà énorme à gérer, et surtout dans des situations que tous les Haïtiens connaissent. Et je ne vais pas manquer de vous rappeler qu'on a quand même de gros problèmes de recrutement de personnel médical, parce qu'avec ce qu'on appelle communément les visas Biden, les personnels qualifiés se font malheureusement de plus en plus rares. Donc Médecins Sans Frontières, on est présent en Haïti depuis une trentaine d'années, et c'est grâce à cette longévité que nous avons une acceptation auprès de la population haïtienne qui est excellente et qui nous permet de travailler généralement en sécurité dans ce chaos que connaît le pays. Merci beaucoup, M. Vasseur, de votre disponibilité ce matin. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je salue une fois encore tous vos auditeurs et les Haïtiens. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Benoît Vasseur, chef de mission et de Médecins Sans Frontières en Haïti. Et